Le cirque est devenu un refuge pour celles et ceux que la société rejetait. Du garçon aux pinces de homard à la femme aux 4 jambes, en passant par la jeune fille à la langue démesurément longue. Ces soi-disant monstres ont trouvé leur place sous les projecteurs, transformant leurs différences en numéros inoubliables. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des vies extraordinaires de ces artistes hors normes, qui ont réellement existé. Numéro 20. Le garçon homard. Dans l'histoire des freak shows, rares sont les artistes qui ont autant captivé l'imaginaire collectif que Grady Stiles Jr., surnommé plus tard le garçon homard. Né en 1937, il était atteint d'une affection génétique extrêmement rare, l'ectrodactylie. Cette maladie fusionne les doigts et les orteils, leur donnant l'aspect de pinces de crustacés. Grady semblait destiné à briller sous les projecteurs. Son propre père, porteur de la même malformation, avait déjà ouvert la voie dans le monde forain. Alors, pour Grady, suivre ses traces était une évidence. Il rejoignit le circuit du spectacle itinérant avec ses frères et sœurs, eux aussi touchés par la même condition. Ensemble, ils se produisaient sous le nom de la famille Homard. Le public restait bouche bée face à leur apparence inhabituelle et leur étonnante capacité à manipuler des objets avec leurs mains en forme de pince. Mais derrière le rideau, la réalité était bien plus sombre. Malgré le succès et la notoriété, Grady Stiles était un homme profondément perturbé. Alcoolique, colérique, il semait la terreur parmi ses proches. Sa violence atteignit un sommet tragique lorsqu'il assassina le fiancé de sa fille. Condamné pour ce crime, il évita pourtant la prison, en raison de son état physique jugé incompatible avec l'incarcération. Une décision judiciaire qui ne fit qu'alimenter l'aura macabre entourant sa légende. Numéro 19. La fille Bigfoot de l'Ohio. Des pinces géantes, aux pieds titanesques. Le monde des freak shows célébrait les bizarreries de la nature sous toutes leurs formes. Et parmi elles, Fanny Mills, connue sous le nom de la fille Bigfoot de l'Ohio, a marqué les esprits. Née en 1860 dans une région boisée de l'Ohio, Fanny souffrait d'une maladie rare, le syndrome de Milroy, provoquant une croissance anormale des membres inférieurs. Elle ne mesurait qu'1,57 m et pesait environ 52 kg. Mais ses pieds, eux, atteignaient des proportions hors normes. 48 cm de long pour 18 cm de large. En 1885, Fanny prit une décision courageuse. Elle choisit de ne pas cacher sa différence, mais de l'assumer pleinement. Elle se lança dans le monde du spectacle itinérant. Sous le nom de scène Ohio Bigfoot Girl, elle parcourut les États-Unis, attirant les foules avec sa gentillesse et son apparence fascinante. Ses promoteurs allèrent même jusqu'à offrir une récompense de 5 000 $ à tout homme prêt à l'épouser, un coup de pub qui ne fit qu'amplifier son mystère. Mais le chapitre le plus surprenant de sa vie arriva peu après. En 1886, Fanny tomba amoureuse de William Brown, le frère de son infirmière. Ils se marièrent peu après. Une histoire d'amour improbable, née à l'ombre d'un chapiteau, mais bien réelle et terriblement touchante. Numéro 18. L'homme aux 3 jambes. Alors que Fanny fascinait par ses pieds surdimensionnés, un autre phénomène s'apprêtait à entrer en scène. Avec non pas 2, mais 3 jambes. Voici Francesco Lentini, surnommé l'homme aux 3 jambes, né en 1829 en Sicile. Sa particularité était due à un jumeau parasite qui ne s'était jamais complètement séparé in utero. Ce troisième membre, avec un pied rudimentaire, dépassait de sa hanche droite. Là où d'autres auraient vu un fardeau, Lentini vit une chance. Très jeune, il apprit à maîtriser son anatomie unique. Il marchait, courait, et même faisait du vélo. Son incroyable équilibre et sa souplesse attirèrent vite l'attention des promoteurs de cirque du monde entier. À seulement 8 ans, il partit pour les États-Unis. Sous le nom de scène de Great Lentini, il devint l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire du cirque. Il tapait dans un ballon, sautait des haies, dansait avec une agilité déconcertante, tout cela avec 3 jambes fonctionnelles. Mais derrière le spectacle se cachait un homme de cœur et d'esprit. Francesco se maria, devint père de 4 enfants en bonne santé, obtint la nationalité américaine et utilisa ses gains pour acheter une ferme pour sa famille en Italie. Il prouva qu'au-delà du corps, c'est l'âme qui définit une personne. Numéro 17. Le torse humain. Danser sur 3 jambes, c'est impressionnant. Mais l'un des plus grands miracles du cirque, c'est peut-être Prince Randien, un homme sans bras ni jambes, qui redéfinissait à lui seul ce que l'on croyait possible. Né en 1874 en Guyane britannique, Randien était atteint du syndrome de tétra-amélie. Il vint au monde sans aucun membre, et pourtant, dès ses premières années, il choisit de ne pas laisser son corps décider à sa place.
Avec une ténacité hors du commun, il apprit à écrire, peindre et même se raser uniquement avec sa bouche. Sa dextérité incroyable et sa détermination attirèrent vite l'attention du célèbre P.T. Barnum, qui comprit immédiatement qu'il tenait là une future vedette. Sous la direction de Barnum, Prince Randian devint une sensation. Ses tours stupéfiants laissaient les spectateurs bouche bée. Il roulait des cigarettes avec les lèvres, les allumait avec une allumette et les fumait avec une aisance déconcertante, une grâce qui cachait pourtant une difficulté immense. Mais ce n'était pas seulement sa technique qui impressionnait. Son humour vif, sa personnalité chaleureuse et sa force d'esprit touchaient tous ceux qui le rencontraient. Très vite, il devint l'un des artistes les plus demandés du circuit. Et sa vie ne s'arrêtait pas à la scène. Randian était un homme, un mari, un père. Avec son épouse, la princesse Sarah, il éleva 5 enfants. Doté d'un esprit brillant, il maîtrisait 4 langues et pouvait converser avec quiconque. Un homme sans bras ni jambes, mais avec une intelligence vive, un cœur immense et une volonté inébranlable. Numéro 16. Lionel, l'homme au visage de lion. Si Prince Randian nous a prouvé que les limites physiques peuvent être dépassées, alors l'artiste suivant efface carrément la frontière entre l'homme et la bête. Des confins de l'Empire russe arriva un enfant à l'apparence si troublante qu'il fascina le monde entier. Son nom, Stefan Bibrovsky, surnommé Lionel, l'homme-lion. Né en 1891, il était atteint d'hypertrichose, une maladie génétique rare qui recouvrait son corps d'une épaisse toison de poils, du crâne jusqu'aux pieds. Certains racontaient que sa mère aurait été effrayée par un lion pendant sa grossesse. D'autres murmuraient qu'il était maudit. Quelle que soit la vérité, une chose était certaine. Lionel était destiné à la scène. Engagé par le Barnum and Bailey Circus, il devint rapidement l'un des artistes les plus populaires. Son apparence féline choquait, mais c'est sa gentillesse, son intelligence et sa douceur qui touchaient véritablement le public. Bibrovsky parlait plusieurs langues, était un excellent athlète et un mari et père aimant. Malgré les préjugés liés à son apparence, il refusa toujours d'être réduit à une curiosité. Il voulait être vu, pour ce qu'il était vraiment. Numéro 15. La fille chameau. Alors que la Russie offrait au monde un homme-lion, l'Amérique, elle, vit naître un prodige botanique dans les collines verdoyantes du Tennessee. Elle s'appelait Ella Harper et dès son premier souffle, il était clair qu'elle n'était pas une enfant comme les autres. Née en 1870, Ella souffrait d'une malformation orthopédique rare appelée genou recurvatum congénital. Une anomalie qui faisait plier ses genoux vers l'arrière, donnant à ses jambes une allure étrange, presque animale, comme celle d'un chameau. Une telle condition aurait pu condamner une autre à une vie d'isolement. Mais pas Ella. Dès l'enfance, elle apprit à marcher à 4 pattes, avec une agilité et une grâce qui laissaient les gens sans voix. Son allure particulière lui valut rapidement le surnom de Camel Girl, la fille chameau, un nom qui allait la suivre jusque sous les projecteurs. À seulement 16 ans, elle rejoignit le W.H. Harris Nickel Plate Circus et devint immédiatement une sensation. Le public était fasciné par cette jeune femme qui défilait sous le chapiteau, marchant sur ses mains et ses pieds, les jambes recroquevillées sous elle. Mais la gloire fut de courte durée, car Ella rêvait d'un autre avenir, loin des projecteurs et du regard des curieux. Après une seule saison dans le monde du freak show, elle prit une décision courageuse. Elle quitta le cirque, emportant avec elle ses économies durement gagnées pour reprendre ses études et construire une vie selon ses propres termes. Numéro 14. Le général Tom Pouce. Alors qu'Ella Harper semblait s'élever vers le ciel malgré sa différence, un autre artiste allait, lui, conquérir les foules, en version miniature. Dans un monde où la taille est trop souvent confondue avec la valeur, Charles Sherwood Stratton s'est imposé comme un géant, de charisme, de talent et de persévérance. Né dans le Connecticut en 1838, Stratton souffrait d'une forme rare de nanisme. Il cessa de grandir très tôt et ne dépassa jamais les 63 cm. Mais derrière cette silhouette minuscule se cachait une personnalité colossale. Repéré par le légendaire P.T. Barnum, il monta sur scène sous le nom de Général Tom Pouce et devint rapidement une célébrité mondiale. Son esprit vif, son charme et sa présence scénique irrésistible faisaient de lui un artiste adulé, même par les rois et présidents. Mais Stratton ne se contentait pas d'être une attraction. C'était un véritable homme d'affaires, stratège et avisé. Avec Barnum, il bâtit un empire du divertissement qui marqua durablement l'histoire. Et lorsqu'il tomba amoureux de sa collègue, Lavinia Warren, leur mariage devint l'événement mondain de l'année, une célébration de l'amour qui dépasse toutes les frontières.
Numéro 13. Le squelette vivant. Si Stratton nous a appris que la grandeur peut exister dans les plus petits corps, Isaac W. Sprague, lui, prouva que parfois, le moins, c'est vraiment le plus. Né en 1841 dans le Massachusetts, Sprague était un enfant en parfaite santé, robuste, sans aucun signe de la mystérieuse maladie qui allait bientôt le transformer. À l'adolescence, tout changea. Malgré un appétit normal, son corps commença à se dégrader. Il maigrissait de façon inquiétante. Ses muscles fondaient, sa silhouette devenait squelettique, à tel point que les médecins, impuissants, restèrent sans explication pendant des décennies. Au plus fort de sa maladie, Sprague ne pesait plus que 19 kilos. Il n'était plus qu'un assemblage d'os et de tendons, un spectacle qui horrifiait autant qu'il fascinait. C'est alors que P.T. Barnum le remarqua. L'impresario y vit un potentiel unique et l'intégra à son spectacle. Sous le surnom de squelette vivant, Sprague attira des foules immenses. Mais derrière cette apparence fragile se cachait un homme fort. Très fort. Sprague ne se laissa jamais réduire à son apparence. Il se maria 2 fois, eut 3 enfants, et vécut plus longtemps que Barnum lui-même. Un exemple rare de courage, de résilience et de dignité. Numéro 12. Priscilla, la fille singe. Après l'homme qui ne pouvait pas prendre de poids, place à une femme dont la particularité physique pesait sur toutes les normes sociales de l'époque. Des forêts luxuriantes de Porto Rico émerge l'histoire bouleversante de Priscilla Lothair, une femme qui brouillait les frontières entre l'humain et l'animal. Née en 1911, Priscilla était atteinte d'hypertrichose, une maladie qui recouvre le corps d'une épaisse toison. Dès l'enfance, elle fut surnommée la fille singe. Mais son histoire n'a rien d'un drame. À 3 ans, son père l'amena à New York, espérant obtenir des réponses médicales. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce voyage allait l'emmener sur les routes du succès. Elle croisa le chemin de Karl Lothair, un homme de spectacle bienveillant, qui la vit non comme une bête de foire, mais comme une enfant pleine de potentiel et de tendresse. Grâce à lui, Priscilla s'épanouit. Son visage couvert de poils, son sourire discret. Tout cela devint une marque de charme et non de honte. Et puis, vint l'amour. Elle rencontra Emmett Bejano, surnommé l'homme à la peau d'alligator, lui aussi artiste de cirque. Ensemble, ces 2 âmes marginalisées trouvèrent l'un dans l'autre un reflet, un écho, un foyer. Leur relation défia toutes les attentes et montra que l'amour vrai ne connaît ni apparence, ni normes. Numéro 11. La fille laineuse du Minnesota. Tandis que la fille singe captivait avec sa chevelure foncée, une autre apparition, tout aussi étonnante, s'apprêtait à entrer sous les projecteurs. Alice Doerflinger, une jeune fille dont l'existence même semblait défier les lois de la nature. Née en 1887 en plein cœur de Minneapolis, Alice était atteinte d'une affection rare appelée hypertrichose lanuginosa. Dès la naissance, son corps entier était recouvert d'un duvet blond très dense, un spectacle à la fois fascinant et déroutant pour ceux qui la voyaient. Et plus elle grandissait, plus ses poils poussaient. À l'âge adulte, il mesurait jusqu'à 23 cm de long. Pour ses parents, cette particularité était à la fois une bénédiction et un fardeau. Conscients de l'attrait que suscitait leur fille, ils prirent une décision difficile. La présenter comme attraction de foire. Sous le nom de scène, la fille laineuse du Minnesota, Alice parcourut le Midwest américain. Son apparence inédite et sa personnalité pleine de douceur attiraient les foules partout où elle passait. Mais les années sur les routes, les scènes et les regards insistants finirent par l'user. À 28 ans, elle choisit de se retirer définitivement de la scène et de retrouver une vie loin des projecteurs. Numéro 10. Les jumeaux siamois. Une chevelure blonde peut attirer les regards. Mais ce sont Chang et Eng Bunker, les premiers jumeaux siamois connus, qui ont réellement marqué l'histoire. Nés en 1811 dans le royaume de Siam, l'actuelle Thaïlande, les 2 frères étaient reliés par le torse. Leur lien physique unique fascina le public et donna naissance à un terme qui perdure encore aujourd'hui. Découverts par le marchand britannique Robert Hunter, ils furent emmenés aux États-Unis en 1829. Très vite, ils devinrent des célébrités, connus sous le nom des Double Boys siamois. Leurs mouvements parfaitement synchronisés et leur coordination étonnante subjuguèrent les foules. Mais Chang et Eng n'étaient pas que des curiosités. Ils étaient aussi des hommes d'affaires avisés, négociant eux-mêmes leurs contrats et accumulant une fortune suffisante pour s'acheter une plantation en Caroline du Nord. Et là, ils surprirent encore. Ils épousèrent 2 sœurs, Adelaide et Sarah Yates, et eurent à eux 21 enfants. Malgré leurs conditions, ils menèrent une vie étonnamment ordinaire.
Ils firent construire 2 maisons distinctes sur leur domaine et alternaient d'un foyer à l'autre tous les 3 jours. Avec le temps, ils devinrent des membres respectés de leur communauté. Numéro 9. Jojo, le garçon au visage de chien. Pendant que Chang et Eng redéfinissaient notre vision de la séparation physique, un autre artiste allait repousser les limites de l'humanité elle-même. Des terres glaciales de la Russie impériale nous vient l'histoire de Fedor Jevtichev, un garçon qui défiait littéralement notre perception du genre humain. Né en 1868 avec une forme d'hypertrichose, Fedor avait le visage et le corps entièrement couverts d'un pelage épais, lui donnant l'apparence d'un chien ou même d'un loup-garou. Repéré par l'emblématique P.T. Barnum, il fut emmené aux États-Unis en 1884. Sous le nom de Jojo, le garçon au visage de chien, il devint une vedette des spectacles forains. Barnum n'hésita pas à nourrir la légende, affirmant que Jojo avait été retrouvé à l'état sauvage dans les forêts russes. Une invention complète, bien sûr, mais qui faisait vendre des billets. Derrière les histoires exagérées, il y avait un jeune homme brillant. Fedor parlait plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand et le français. Il était vif, drôle et d'une grande sensibilité. Malgré les humiliations qu'il subissait en tant qu'attraction vivante, Jojo ne perdit jamais son sens de l'humour, ni sa joie de vivre. Il noua de véritables amitiés avec d'autres artistes et utilisa même sa notoriété pour défendre les droits des personnes handicapées. Numéro 8. Schlitzie, le Zapfkopf. Des poils à la forme du visage, la nature peinte avec un pinceau plein de surprises. Et dans l'histoire des freak shows, rares sont ceux qui ont marqué les esprits autant que Schlitzie, une légende. Haute comme 3 pommes. Né sous le nom de Simon Metz en 1901, Schlitzie mesurait à peine 1,20 m. Il était atteint de microcéphalie, une maladie rare qui affecte la croissance du crâne et les fonctions cognitives. Mais là où certains ne voyaient qu'un handicap, ses responsables de tournée virent un talent brut. Sous les noms de Zapfkopf ou le dernier des Aztèques, Schlitzie devint un incontournable des spectacles forains. Son esprit candide, son sourire lumineux et sa joie communicative touchaient toutes les générations. En 1932, il connut la gloire au cinéma dans le film culte Freaks. Son rôle marquant dans ce film controversé, plus tard interdit dans plusieurs pays, le consacra comme une véritable icône du monde du cirque. Et même si l'industrie du spectacle exploitait souvent ses artistes, ceux qui ont connu Schlitzie se souviennent surtout de lui comme d'un homme profondément doux, joyeux, toujours prêt à offrir un rire, une étreinte, un moment de chaleur humaine. Son héritage, un message d'espoir, de résilience et de force d'âme qui continue de briller bien après que les chapiteaux se soient refermés. Numéro 7. La fille aux 4 jambes. Des têtes hors normes au corps improbable, la diversité humaine n'a pas de limite. Dans les collines du Tennessee, naquit une jeune fille qui allait bouleverser notre définition du corps humain. Myrtle Corbin, née en 1868, était atteinte d'une forme rare de duplication pelvienne. Elle possédait 2 bassins distincts, chacun relié à une paire de jambes, ce qui lui donnait un total de 4 jambes. Là où d'autres auraient vu une tragédie, Myrtle, elle, vit une opportunité. Dès l'enfance, elle apprit à marcher et même à danser en utilisant ses jambes extérieures. Sa grâce naturelle attira rapidement l'attention des promoteurs de cirque. À seulement 13 ans, elle rejoignit la troupe de Barnum et devint une sensation nationale. Le public était émerveillé de la voir bouger ses 4 jambes de façon autonome, tandis que des médecins venaient de tout le pays pour étudier son anatomie unique. Mais Myrtle Corbin ne se résumait pas à ses jambes. Elle tomba amoureuse, épousa James Clinton Bicknell et donna naissance à 4 enfants. Une vie ordinaire pour une femme extraordinaire. Preuve que l'esprit humain surpasse toujours les contraintes physiques. Numéro 6. L'acrobate sans jambes. Briller avec 4 jambes, c'est impressionnant. Mais dominer la scène sans aucune jambe, c'est une prouesse qui dépasse l'imagination. C'est pourtant ce qu'a accompli Eli Bowen, un homme qui redéfinissait les limites du corps humain. Né en 1844, il était atteint de phocomélie, une malformation qui faisait que ses pieds étaient directement attachés à son bassin. Dès l'enfance, il décida de ne pas subir sa condition. Il développa la force de son haut du corps, s'entraîna avec acharnement et fit de ses bras sa seule façon de se déplacer, de grimper et de vivre debout. À 13 ans, il intégra les circuits forains. Connu comme l'acrobate sans jambes, il stupéfiait les foules. Équilibre sur les mains, déplacement fluide, force physique impressionnante. Avec le temps, son répertoire s'élargit. Il apprit à monter à cheval, à exécuter des figures acrobatiques complexes et même à traverser un fil tendu en hauteur, en équilibre uniquement sur les bras.
Mais Eli Bowen était bien plus qu'une curiosité. Marié, père de famille, il inspirait le respect. Ceux qui l'ont côtoyé voyaient en lui un héros discret, un homme courageux et une incarnation vivante du dépassement de soi. Choix des abonnés. Parmi toutes les vedettes du cirque, certaines ont laissé des traces durables dans les archives. D'autres, en revanche, sont presque tombées dans l'oubli. À la fin des années 1890, un numéro attira l'attention du public. Une artiste exhibait une langue d'une longueur exceptionnelle, près de 23 cm. Mais ce n'était pas tout. Le même soir, un autre artiste montrait un attribut corporel tout aussi disproportionné. Certains spectateurs pensaient qu'il s'agissait d'une illusion, d'un accessoire, voire d'une supercherie. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce authentique? Un talent rare? Ou une mise en scène ingénieuse? Numéro 5. La merveille sans bras. Alors que certains défiaient la gravité sans jambes, d'autres repoussaient les conventions. Sans bras. Bienvenue dans le monde de Frances O'Connor, une femme chez qui la limitation devint source d'inspiration. Née sans bras, Frances refusa de laisser son corps définir qui elle était. Très tôt, elle développa une dextérité remarquable avec ses pieds, apprenant à écrire, à coudre et même à peindre, avec une précision qui laissait les spectateurs bouche bée. Quand l'occasion se présenta de rejoindre le cirque Ringling Brothers, elle sauta sur l'opportunité. Sur scène, elle se produisit sous le nom de la Vénus vivante et fascina le public partout où elle passait. Avec une élégance naturelle, elle était capable d'enfiler une aiguille, de servir une tasse de thé, voire de tirer à la carabine. Tout cela uniquement avec ses pieds. Mais son héritage allait bien au-delà de ses performances. Frances O'Connor était aussi une femme brillante, spirituelle, pleine d'esprit. Une excellente oratrice, capable de tenir la conversation avec n'importe qui. Ceux qui l'ont connue n'ont pas vu une curiosité de foire, mais une personne d'une rare détermination, dotée d'un courage exemplaire. Une vraie icône de la résilience humaine. Numéro 4. L'homme-éléphant. Si certaines personnes naissent sans membres, d'autres, au contraire, luttent toute leur vie, avec un excès de croissance incontrôlable. Joseph Merrick, né en 1862 dans le Londres victorien, vivait dans un corps devenu sa propre prison. Atteint du syndrome de Proté, une maladie extrêmement rare, il souffrait de déformations physiques sévères. Un crâne démesurément grand, des excroissances osseuses visibles, un bras droit gigantesque. Rejeté, moqué, il fut relégué aux marges de la société. Pour fuir l'enfer des hospices, il se tourna vers les foires. Sous le nom de l'homme-éléphant, il devint une attraction, mais aussi une victime du voyeurisme. Des foules entières venaient le dévisager, plus par curiosité morbide que par respect. Mais le destin de Merrick prit un tournant inattendu lorsqu'il rencontra le docteur Frederick Travis, un jeune chirurgien qui vit en lui un être humain sensible et intelligent. Grâce à lui, Merrick fut accueilli au London Hospital, où il vécut ses dernières années dans la dignité et le respect. Son calme, son humour discret et son intelligence fine impressionnèrent tous ceux qui le côtoyèrent. Une vie marquée par la souffrance, mais illuminée par une profonde humanité. Numéro 3. L'homme hibou. Quand certains portent le poids de leur difformité, d'autres les tordent littéralement à leur avantage. Voici Martin Joe Lorello, surnommé l'homme hibou, un artiste qui fit tourner toutes les têtes, en tournant la sienne. Né Martin Emmerling en 1886 à Nuremberg, en Allemagne, il possédait une capacité physique rare. Il pouvait tourner sa tête à 180 degrés. Une souplesse extrême de la colonne vertébrale, combinée à un entraînement rigoureux, fit de lui un phénomène unique dans l'univers du cirque. Il débuta sa carrière au début des années 1900 au sein du Barnum and Bailey Circus, où il captivait les foules en exécutant des tâches, complètement tournées vers l'arrière. Sa renommée explosa. Il voyagea à travers le monde avec les plus grands cirques, dont Ripley's Believe It or Not et Ringling Brothers. Son numéro, aussi étrange que fascinant, devint une référence dans le monde des sideshows. Mais derrière les projecteurs, sa vie n'était pas exempte d'obstacles. Il lutta contre l'alcoolisme et fut même accusé, sans preuve, de sympathie nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, Martin continua de se produire jusqu'à un âge avancé, porté par sa passion et son amour de la scène. Un homme au talent singulier, à la trajectoire tout aussi inattendue que son don. Numéro 2. La femme à barbe. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se conforment à des normes de beauté et de féminité très strictes, Annie Jones a osé être différente.
Née en Virginie en 1865 avec une affection rare appelée hypertrichose, Annie n'avait que 9 mois lorsqu'une barbe complète a commencé à lui pousser, la propulsant immédiatement vers la célébrité sous le surnom de l'enfant Ésaü. Sous la direction du célèbre impresario P.T. Barnum, Annie est devenue une véritable attraction, parcourant le pays et captivant les foules grâce à son apparence unique et à son charme indéniable. En grandissant, elle a pleinement assumé son rôle de femme à barbe. Elle portait des robes élégantes et des bijoux raffinés qui mettaient en valeur sa féminité, tout en bousculant les codes traditionnels liés au genre. Son talent et son charisme ont fait d'elle l'une des artistes de spectacle les plus célèbres et les mieux rémunérées de son époque. Et surtout, elle a utilisé sa notoriété pour remettre en question les attentes de la société et plaider en faveur d'une meilleure acceptation de celles et ceux qui étaient différents. Numéro 1. L'homme à la peau élastique. Alors que certains défiaient la société par leur apparence, d'autres repoussaient les limites même de l'anatomie. Voici Félix Vera, dont le corps était devenu un véritable élastique vivant. Né en Allemagne à la fin du XIXe siècle, il souffrait d'une maladie rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos. Dès l'enfance, Félix découvrit une particularité hors du commun. Il pouvait étirer la peau de son ventre jusqu'à près de 45 cm, la tendre comme un élastique, puis la laisser claquer brusquement en place. Ses joues, elles aussi, pouvaient s'allonger de façon incroyable, et il amusait souvent son public en nouant littéralement sa peau ou en l'étirant jusqu'à recouvrir son visage entier. La rumeur de ses capacités extraordinaires s'est rapidement répandue et attira l'attention du cirque Barnum & Bailey, qui le recruta aussitôt comme vedette sous le nom de l'homme à la peau élastique. Partout où il se produisait, ses contorsions spectaculaires et ses démonstrations déroutantes de l'élasticité de sa peau déclenchaient des exclamations de stupeur et des salves d'applaudissements. Si ces histoires vous ont fasciné autant que nous, pensez à laisser un petit like, à partager vos impressions en commentaire. Et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines pépites du monde étrange et merveilleux des cirques oubliés.